Chapitre 1. Un étrange péage. C'était la 2e semaine d'octobre lorsque j'entendis parler pour la première fois de l'étrange affaire de Sainte-Agathe. Les feuilles le long de la côte du Devon avaient pris une teinte ocre qui évoquait des fleurs séchées et des étés oubliés. Un vent vivifiant soufflait de la Manche, transformant la mer en une écume blanche et faisant claquer les volets des vieilles auberges et manoirs nichés entre les falaises. J'avais séjourné à la Lanterne du Mouette, une maison d'hôte modeste mais confortable près de la baie de Totley, en convalescence après une brève maladie qui, comme Hercule Poirot se plaisait à me le rappeler, avait été entièrement auto-infligée par un excès de confiture, de roly-poly et de cricket. C'est précisément au cours de ces matins tranquilles, lorsque la mer était un miroir gris et que le village se frottait encore les yeux pour chasser le sommeil, que les choses les plus étranges semblaient apparaître. Le courrier arrivait à 8h30 précises. Madame Ellison, la logeuse, arrivait en traînant les pieds avec un plateau de harengs et de pain grillé, et à côté de la théière en argent, il y avait peut-être une lettre ou deux. Ce matin-là, cependant, il n'y avait qu'une seule enveloppe, lourde, couleur ivoire, et cachetée d'un timbre à l'ancienne avec le léger blason d'un clocher. J'ai immédiatement reconnu l'écriture, méticuleuse, légèrement inclinée vers la droite, avec une courbure particulière de la majuscule G. « De votre célèbre ami ?» demanda Madame Ellison avec un sourire entendu. J'ai hoché la tête. « Monsieur Hercule Poirot en personne. » Elle laissa échapper un halètement théâtral, comme si la célébrité du détective était aussi palpable que l'arôme de la marmelade fraîche. « Rien de terrible, j'espère ?» « Au contraire, » murmurai-je en brisant le sceau. La lettre était brève, 3 phrases pour être précis, et pourtant elle réussissait à remplir la pièce d'une attente soudaine. « Mon ami Hastings, j'espère que l'air marin vous convient. Puis-je vous demander de me rejoindre à l'abbaye Sainte-Agathe vendredi matin? Il s'est produit un événement des plus étranges, et je crois que vos talents particuliers pourraient vous être utiles. Cordialement, Hercule Poirot. » Je fronçai les sourcils en posant la lettre. L'abbaye Sainte-Agathe. Madame Ellison leva les yeux de son service de thé. Ce sera la retraite bénédictine près de Merrow Hollow, à quelques kilomètres à l'intérieur des terres. Ils ont un clocher célèbre, c'est vrai. 3 cloches. Elles ne sonnent jamais, sauf le jour de la fête de Sainte-Agathe. Tradition et tout ça. 3 cloches, répétai-je distraitement. Elle hocha la tête. Un endroit étrange. Paisible, dit-on, mais trop calme à mon goût. Le genre de calme qui écoute. Plus tard dans la matinée, la curiosité. Piqué au vif et une valise hâtivement préparée, je pris une voiture de location pour sillonner les routes de campagne sinueuses. L'abbaye se dressait au sommet d'une colline boisée, le genre de lieu qui aurait été utilisé pour la prière contemplative au Moyen Âge, ou pour le lent dévoilement des secrets. Les portes étaient en fer forgé, finement torsadées, et arboraient le symbole du martyre de Sainte-Agathe, un calice flanqué de 3 cloches. Une allée étroite menait, à travers une colonnade de chênes mourants, à un élégant complexe en pierre de style roman, dont les contreforts étaient étranglés par le lierre, et où des flaques d'eau s'accumulaient dans les angles de la cour. Poirot m'attendait juste après le cloître, sous une haute arche qui portait les mots « latin ». La voix du silence se fait entendre. La voix du silence est entendue. « Ah, Hastings », dit-il chaleureusement en effleurant une tache imaginaire de son revers. « Vous êtes ponctuel. Comme toujours, votre sens du devoir est impeccable. Tu m'as détourné de mon paisible petit déjeuner avec des histoires mystérieuses, » répondis-je en lui serrant la main. « Et d'après ce que j'ai compris, le mystère implique des cloches ?» En effet, la 3e cloche pour être précis. Il tourna les talons et se mit à traverser le cloître d'un pas décidé, ses chaussures vernies claquant rythmiquement sur la pierre ancienne. Je le suivis, mon chapeau serré contre moi, tandis qu'une brise fraîche soufflait dans le couloir. « Dites-moi, » ai-je demandé, « que s'est-il passé exactement ?» Poirot s'arrêta près d'une porte en bois, posant une main gantée dessus comme pour chercher un pouls. « Il y a 3 nuits, »
dit-il. La troisième cloche, qui n'avait pas sonné depuis plus de 60 ans, a sonné à 3h03 précises du matin. Elle a réveillé toute l'abbaye. Et lorsque les moines inspectèrent le clocher, ils le trouvèrent verrouillé, comme toujours. La clé n'avait pas bougé. Il n'y avait aucune trace de pas dans la poussière. Et pourtant, la corde de la troisième cloche avait visiblement été tirée. Une fois. Une seule fois. Je le fixais du regard. Ce n'était pas le vent ? L'expression de Poirot s'assombrit. Aucun vent, Hastings, ne pouvait imiter la main humaine. L'attraction était mesurée, délibérée. Il ouvrit la porte et me conduisit dans un long couloir éclairé par des vitraux. Le sol était poli par des siècles de pas silencieux. Quelque part au loin, le doux son du chant grégorien flottait comme de l'encens. Ce n'est pas tout, poursuivit Poirot. Le matin même, peu après le coup de cloche, le bibliothécaire de l'abbaye, un certain père Dominique, fut retrouvé inconscient dans le scriptorium. Aucune blessure, aucune trace de lutte. Mais son bureau avait été renversé et plusieurs manuscrits étaient éparpillés sur le sol. A-t-il dit ce qui s'est passé ? Les moustaches de Poirot frémirent. À son réveil, il prétendit ne se souvenir de rien, sauf d'une voix. Qui murmurait son nom ? Le silence semblait peser contre les murs, épais et vigilant. Nous débouchâmes dans la cour centrale, où une fontaine murmurait sous une statue de Sainte Agathe. 3 tours se dressaient au-dessus du parc, et j'aperçus alors, avec une sorte de terreur rampante, la troisième au fond, la plus haute de toutes, dont la cloche était dissimulée dans l'obscurité. Poirot suivit mon regard. Elle est verrouillée, scellée en fait. Aucun moine n'y est entré depuis plus de 6 décennies. Le cordon de la cloche n'est accessible que de l'intérieur. Et pourtant, dis-je lentement, ça a sonné. Tout à fait. Un silence s'installa entre nous. Finalement, j'ai posé la question évidente. Alors pourquoi m'appeler Poirot ? Ses yeux brillaient. Parce que je soupçonne que cette affaire, bien que maquillée de superstition, est avant tout une affaire humaine. Et avant que la cloche ne sonne, avant que la bibliothèque ne soit saccagée, autre chose s'est produit. Une lettre est arrivée pour l'abbé, non signée, remise en main propre. Qu'est-ce que ça disait ? Poirot parlait doucement. Le troisième glas sonne quand la culpabilité s'éveille. Nous nous tenions là, sous le ciel d'automne, avec le faible carillon du matin qui flottait au loin. J'ai soudain eu l'impression de ne pas être entré dans un mystère, mais dans une énigme gravée dans la pierre. Chapitre 2. Un monastère de secret. L'intérieur de l'abbaye Sainte-Agathe était, à mes yeux, aussi solennel et ancien que le temps lui-même. L'air y était empreint de la froideur de la pierre et du silence, troublé seulement par le murmure occasionnel des robes frôlant le marbre, ou par le bourdonnement sourd des chants résonnant dans la chapelle. Malgré la paix qu'il dégageait, quelque chose dans son immobilité manquait de naturel, comme si le bâtiment lui-même retenait son souffle. Poirot m'a conduit dans ce qu'on appelait le salon du prieur, une pièce modeste avec de hautes fenêtres, bordée de murs lambrissés de chêne, et contenant une seule table, 2 chaises et un grand nombre d'ombres. « Il y a des règles ici, Hastings, » dit Poirot en s'asseyant avec précaution sur une chaise. « Ce n'est pas seulement un bâtiment de pierre et de prière, c'est un monde à part. Chacun ici a renoncé à quelque chose, et avec un tel sacrifice naissent des secrets. » Avant que je puisse répondre, la porte s'ouvrit, et un homme grand et ascétique, aux yeux profondément enfoncés et au maintien qui suggérait à la fois douceur et commandement, entra tranquillement. « Voici l'abbé Wilfrid, » dit Poirot en se levant. « Abbé, puis-je vous présenter le capitaine Arthur Hastings ?» L'abbé hocha la tête en guise de salutation. Sa voix était basse et posée. « Je vous en prie, capitaine Hastings, j'aurais aimé que ce soit dans des circonstances plus joyeuses. »« Merci, père, » répondis-je. « Poirot m'a dit qu'il y a eu une perturbation. » L'abbé soupira, son regard dérivant vers la fenêtre, où la lumière tombait à travers un vitrail en forme d'épée et de lys. « Plus d'un, j'en ai peur, dit-il.
Le son de la cloche aurait suffi à lui seul à ébranler le calme de l'abbaye. Mais l'effondrement du père Dominique, le message, c'est comme si quelque chose s'était réveillé après un long silence. Poirot intervint doucement. « Vous avez dit que le message avait été remis en main propre ?»« Oui. Personne n'a vu qui l'a laissé. Il a été déposé sur mon prie-dieu dans la chapelle. Pas de traces de pas, pas de signature, juste ces 7 mots. Le 3e glas sonne quand la culpabilité s'éveille. »« Une menace ?» demandai-je. L'expression de l'abbé ne changea pas. « Ni un avertissement. Dans un endroit comme celui-ci, monsieur Hastings, la culpabilité n'est pas rare. Nous portons tous un fardeau. » Poirot pencha la tête. « Y a-t-il eu un incident récent, abbé? Une dispute, un grief, même mineur ?» L'abbé hésita. « Il y a eu un désaccord la semaine dernière. Entre le père Dominique et un autre, le frère Martin. Une question d'intégrité archivistique. Le père Dominique avait refusé de prêter un manuscrit en particulier. Il était toujours très protecteur envers son œuvre. « Est-ce que frère Martin a mal pris ça ?» demanda Poirot. De nouveau un silence. Il n'a pas parlé pendant 2 jours. Mais c'est un homme discret. Ils le sont souvent ici. Poirot hocha lentement la tête. Et où est frère Martin maintenant? Dans sa cellule. Il n'en est pas sorti depuis l'incident. Est-ce qu'il va nous parler? J'en doute, dit l'abbé. Il a fait vœu de silence depuis la Saint-Michel. Il est peu probable qu'il le rompe, même pour vous, monsieur Poirot. Poirot plissa les yeux, mais il ne protesta pas. Au lieu de cela, il se leva et brossa le devant de sa veste avec un soin méticuleux. Il n'est pas toujours nécessaire de parler pour comprendre un homme. J'aimerais voir sa cellule, si vous le permettez. L'abbé nous fit traverser un passage latéral, passant devant une rangée de lourdes portes en bois. Il s'arrêta devant l'une d'elles, marquée seulement par la faible gravure d'une croix. À l'intérieur, la cellule était dépouillée. Un lit de paille, une petite étagère remplie de livres, un bureau avec un bout de bougie, et rien de plus. Frère Martin était assis à son bureau, penché sur un psautier relié en cuir, ses doigts parcourant lentement les mots. Il était pâle, les traits anguleux, les yeux comme des puits creux. Il ne leva pas les yeux à notre entrée. Poirot l'observa en silence un instant, puis reporta son attention sur la pièce. Il examina la bougie, le parquet usé, les fines rayures sous le tiroir du bureau. Il recula et me murmura en français. Il y a 2 types de silence, Hastings, le silence pieux et le silence stratégique. Then to Brother Martin, he said softly, le glas a sonné. Vous l'avez entendu, n'est-ce pas? Le glas, la cloche a sonné. Vous l'avez entendu, n'est-ce pas? Les yeux de frère Martin vacillèrent pour la première fois. Ses lèvres restèrent immobiles, mais une légère rougeur lui monta aux joues. Poirot s'inclina. « Merci, mon frère. Tu m'as dit tout ce que j'avais besoin de savoir. » De retour dans le couloir, j'ai demandé « Tu as tiré quelque chose de ça ?»« Mais oui. Vous avez remarqué, n'est-ce pas, que le tiroir du bureau avait récemment été forcé, puis refermé. Pourtant, rien ne semblait avoir été volé. » J'ai hoché la tête. « Oui, mais... » Frère Martin ne parle peut-être pas, mais les secrets qu'il détient sont dévoilés. Quelqu'un a fouillé cette pièce. Peut-être lui, peut-être pas. Nous retournâmes dans la salle principale où l'abbé nous attendait. Alors que nous passions sous l'arche du clocher, Poirot s'arrêta brusquement. « Abbé, dit-il, vous avez mentionné que le clocher a été scellé ? Depuis 1961. C'est l'année où la 3e cloche s'est légèrement fissurée. Il y a eu un accident. Un jeune novice est mort lors d'une ascension de maintenance. Après cela, la tour a été fermée. » Poirot fronça les sourcils. « Et la fissure, elle n'a pas été réparée ?»« Non, » dit doucement l'abbé. « La cloche est restée telle qu'elle était, brisée, silencieuse. » Poirot s'avança et scruta l'obscurité de la haute arche. « Alors comment ?» demanda-t-il presque pour lui-même. « La cloche fêlée a-t-elle pu sonner si clairement à 3h03 ?» L'abbé resta silencieux,
Ce soir-là, Poirot et moi avons eu des chambres d'amis dans l'ancienne aile du dortoir. La mienne donnait sur une cour encombrée de lierre, et malgré le lit ferme et les draps impeccables, j'avais du mal à dormir. Quelque chose dans ce lieu, son silence, son âge, peut-être même l'écho de ces étranges cloches, me troublait. Juste avant minuit, j'ai entendu du mouvement dans le couloir. Enfilant ma robe de chambre, j'ouvris doucement la porte. Une forme se déplaça au fond, vêtue d'une robe, silencieuse, glissant dans l'ombre. Et à ce moment-là, j'ai cru l'entendre. Pas une cloche, pas une voix, un murmure. Pardonne-moi. Je suis sorti, le cœur battant, mais le couloir était vide. Seul le vent se déplaçait maintenant, gémissant faiblement à travers la pierre comme une âme troublée. Et quelque part, bien au-dessus, dans la 3e tour de Sainte-Agathe, la vieille cloche fêlée attendait, quoi je ne saurais le dire. Mais je savais sans aucun doute que cela sonnerait à nouveau. Chapitre 3. L'homme qui n'entendait rien. Au matin, le froid s'était épaissi, laissant place à une brume basse et rampante qui déferlait sur le parc de l'abbaye, telle une marée fantomatique. La cloche de la chapelle sonna 6 heures, un son sourd et lugubre qui résonna dans les cloîtres de pierre. Je me levai tôt, troublé par les événements de la nuit, et par la sensation persistante de traverser un lieu chargé de souvenirs. Je trouvai Poirot déjà réveillé et habillé, assis dans le petit réfectoire, une tasse de thé noir léger et un œuf à la coque intact dans son assiette. Il lisait un parchemin avec l'intensité d'un homme examinant une confession. « Ah, Hastings, dit-il sans lever les yeux, j'espère que tu as dormi. Suffisamment ? Pas vraiment, dis-je en m'asseyant en face de lui. J'ai cru entendre quelque chose dans le couloir. Une voix, un murmure. Il leva les yeux, les plissant légèrement. À quelle heure ? Un peu avant minuit. As-tu vu quelqu'un ? J'ai cru voir une silhouette se diriger vers le couloir du fond, vêtue d'un manteau, peut-être un moine, mais je n'en étais pas certain. Mais ce qui m'a frappé, c'est la voix. J'aurais juré avoir entendu ces mots. « Pardonne-moi. » Poirot joignit les doigts. Curieux. Ça fait 3 personnes maintenant. 3 ? Il hocha la tête. Le père Dominique prétend avoir entendu une voix l'appeler. Frère Mathias, l'horloger de l'abbaye, a rapporté avoir entendu de la musique provenant du clocher il y a 2 nuits. Et maintenant, vous entendez une supplication murmurée. Mais sûrement, dis-je lentement, ils ne peuvent pas tous l'imaginer. Exactement, Hastings. Ce qui signifie que nous devons envisager 2 possibilités. Soit une supercherie très élaborée se trame entre ces murs, soit quelque chose pousse certains esprits vers l'hallucination. Il jeta un nouveau coup d'œil au parchemin. Voici une copie des registres d'entretien de l'abbaye. Frère Mathias tient des registres détaillés des cloches du clocher, de leurs cordes, et même de l'humidité ambiante de la salle des cloches. Un gars méticuleux. Poirot s'autorisa un léger sourire. En effet. Et pourtant, il y a 2 nuits, il manque une entrée. Un espace vide là où devrait se trouver un journal. Tu penses qu'il l'a enlevé ? Je pense que nous devrions lui demander. Nous avons trouvé frère Mathias dans la salle de maintenance des cloches, un espace étroit à mi-hauteur de la première tour, rempli de cordes enroulées, de fioles d'huile et de lourds contrepoids qui ressemblaient à des instruments de torture médiévaux. C'était un homme de corpulence moyenne, portant d'épaisses lunettes sur un long nez et les mains noircies par le cirage du laiton. « Frère Mathias, dit doucement Poirot, pouvons-nous nous dire un mot ?» L'homme se retourna surpris. « Oui, bien sûr. Je vérifiais juste les amortisseurs. »« Toujours occupés ?» demanda poliment Poirot. « Les cloches doivent être entretenues, monsieur, même si elles ne sonnent pas. Surtout la 3e cloche. Sa fissure s'est aggravée au fil des ans. Si elle sonnait à nouveau mal, les vibrations pourraient provoquer l'effondrement d'une partie de la tour. »« Vraiment ?» Poirot leva les yeux avec un intérêt soudain. « Alors la sonnerie d'il y a 2 nuits a dû vous inquiéter. »
Le visage de frère Mathias s'assombrit. Génial. J'ai été le premier à atteindre la chambre des cloches lorsque le bruit nous a réveillés. Mais la porte était verrouillée, et quand nous y sommes entrés, 20 minutes plus tard, une fois la clé apportée, il n'y avait personne. Pas de traces de pas. Aucun signe d'entrée. Mais la corde avait été dérangée. Mathias hocha la tête. Les fibres étaient étirées, et l'une des poulies avait changé de position. Elle avait été tirée. Poirot parut pensif, et pourtant, personne n'a vu âme qui vive entrer dans la tour. Raconte-moi, mon frère, ton journal de bord de cette nuit-là. Il manque une entrée. Le moine hésita. Oui, dit-il finalement. Je l'ai enlevé. Je croyais avoir rêvé la musique. C'était absurde. Les cloches ne jouent pas de musique. Mais c'était magnifique. J'avais honte. Je me suis dit que je n'allais peut-être pas bien. Je ne voulais pas que ce soit enregistré. Poirot hocha doucement la tête. Une réaction naturelle, peut-être. Mais dans un lieu régi par le silence et le rituel, un instant d'émotion peut en dire long. Le moine baissa la tête. Alors que nous sortions à nouveau dans le couloir, j'ai demandé « Poirot, que penses-tu qu'il ait entendu ?» Une mélodie. Mais ce n'était pas une hallucination. Tu le crois ? Je crois que frère Mathias a entendu ce qu'il était censé entendre. Avant que je puisse insister davantage, un cri soudain retentit au bout du couloir, fort, paniqué et déplacé dans un bâtiment aussi solennel. Nous nous sommes précipités dans la direction du bruit, où nous avons trouvé un groupe de moines rassemblés devant la bibliothèque. L'un d'eux, jeune, pas plus de 20 ans, se tenait pâle et tremblant, pointant un doigt tremblant vers les portes de la bibliothèque. « Il a disparu !» s'écria-t-il. « Le codex, le manuscrit du père Dominique. Il a disparu !» L'abbé Wilfrid apparut quelques instants plus tard, le visage sculpté dans la pierre. « Tout le monde va regagner sa cellule !» ordonna-t-il fermement. « Personne ne doit quitter l'abbaye. » Pas avant d'avoir découvert qui l'a prise. Le jeune moine, frère Gilles, comme nous l'avons appris plus tard, était au bord des larmes. Je suis venu aider le père Dominique à cataloguer. Il n'était pas là, et le codex avait disparu du coffre. Nous les avons suivis dans la bibliothèque. C'était une longue pièce froide, remplie d'étroites vitrines et de serrures en fer. Au fond, une armoire en bois était ouverte. À l'intérieur, il y avait des doublures de velours et des marque-pages en soie, mais aucun manuscrit. « Le codex de Saint-Albini » murmura l'abbé, une copie du XIIe siècle, enluminée, manuscrite, l'une des reliques les plus sacrées de l'abbaye. Le père Dominique n'aurait jamais permis qu'on la dérobe. Poirot s'approcha du placard. La serrure a-t-elle été forcée ? Non, répondit l'abbé d'un ton sombre. La clé n'était détenue que par 2 personnes, moi et le père Dominique. Poirot se retourna lentement. Alors, il faut demander au père Dominique, où il l'a mis en dernier. Mais le père Dominique, lorsqu'il fut retrouvé, était assis dans sa cellule, calme, silencieux, et fixait le mur du fond avec cette sorte d'intensité vide qui ne parlait pas de paix, mais de trouble. Interrogé sur le codex, il secoua simplement la tête. Je l'ai verrouillé, comme toujours. Personne ne m'a vu, personne ne m'a demandé. Et pourtant, j'ai rêvé que quelqu'un l'a fait. Poirot a demandé « Qui ?» Mais le vieux moine murmura simplement « La cloche a sonné à nouveau, dans mes rêves, et elle est descendue de la tour. »« Qui est descendu ?» insista Poirot. « Je ne sais pas, » murmura le père Dominique, mais elle connaissait mon nom. Poirot se recula, croisant lentement ses mains derrière son dos. « Ce sera tout, » dit-il enfin. À l'extérieur de la cellule, j'ai posé la question qui me trottait dans la gorge depuis que la cloche avait sonné. « Poirot, tu penses qu'il y a un fantôme impliqué ?» Poirot me regarda gravement. « Mon ami, » dit-il, « les fantômes peuvent bien se promener dans les contes et les superstitions, mais dans la vraie vie, ils portent des robes, des chaussures ou des gants, et ils s'emparent d'objets qui ne leur appartiennent pas. »
Il s'arrêta. Il n'y a pas de fantôme à Sainte-Agathe, que de la culpabilité. Chapitre 4. L'encre sous l'ongle. Ce matin-là, le soleil ne se leva pas. Il éclaircit simplement le brouillard. Il planait bas sur l'abbaye telle une accusation, tourbillonnant au-dessus des cloîtres et s'infiltrant sous les arcades. L'air était humide, et les pierres mêmes de Sainte-Agathe semblaient transpirer de secret. Poirot et moi nous sommes assis de nouveau dans le salon du prieur, où les fenêtres brillaient d'une lueur ambrée pâle, sous l'effort de la lumière du jour qui tentait de percer. Le feu avait été allumé, un feu modeste, dont les braises crépitaient doucement. Et pourtant un frisson persistait, comme si le souvenir lui-même rafraîchissait la pièce. En face de nous était assis frère Gilles, le jeune moine qui avait découvert le manuscrit disparu. Ses mains tremblaient légèrement, une tasse de tisane à la camomille à la main. Poirot l'observait, non pas avec suspicion, mais avec une douceur que j'avais fini par reconnaître comme son outil d'interrogatoire le plus dangereux. « Tu étais assez bouleversé ce matin, mon frère, » dit doucement Poirot. « Le codex était-il important pour toi ?» Frère Gilles hocha la tête avec ferveur. « J'ai aidé le père Dominique à le nettoyer et à le documenter. C'était magnifique, monsieur Poirot. Chaque lettre était une prière, chaque image un hymne. Le voir disparaître. » Il s'interrompit, déglutissant difficilement. C'était comme retrouver l'autel dépouillé. Poirot croisa les mains. « Disons-le franchement, n'est-ce pas? Le père Dominique gardait le codex sous clé. Vous dites être arrivé ce matin pour l'aider, mais il était absent. L'armoire était ouverte. L'avez-vous touché? Non, répondit Gilles promptement. Je l'ai vu immédiatement, l'espace vide, et j'ai couru chercher de l'aide, demander à n'importe qui. Poirot haussa un sourcil. Oh, j'en ai bien l'intention. Il se pencha légèrement en avant. Dites-moi, frère Gilles, vous souvenez-vous où était le père Dominique hier soir? Le jeune moine hésita. Il était dans sa cellule, je crois. Tu crois? Je lui ai apporté son plateau repas à 18h30. Il m'a remercié. Il semblait fatigué. Et après ça, je ne l'ai plus revu. Poirot hocha lentement la tête. Vous avez mentionné quelque chose ce matin. Le codex avait disparu du coffre. Vous avez bien pesé vos mots, non? Gilles cligna des yeux. Je voulais dire de l'affaire. Les mots, jeune homme, dit doucement Poirot, sont comme des bougies. Ils peuvent éclairer le chemin, ou incendier toute l'abbaye. Frère Gilles rougit, puis baissa la tête. Je me suis mal exprimé, monsieur. Vraiment. Alors qu'il était congédié, Poirot s'est assis en se tapotant le menton. Il y a de la peur en lui, m'a-t-il dit une fois seul, mais pas de culpabilité. Je ne crois pas qu'il ait pris le codex. Mais il pourrait couvrir quelqu'un, ai-je suggéré. Ou peut-être est-il simplement terrifié par le père Dominique. Les moustaches de Poirot frémirent. Oui, c'est possible. Nous nous levâmes et reprîmes notre chemin vers la bibliothèque. Passant sous le cloître ouest, Poirot s'arrêta, observant un étroit drain en pierre où l'eau ruisselait doucement. « Du sang, murmura-t-il. J'ai cligné des yeux. Quoi? Il a pointé du doigt. Là, tu vois? Une tache, presque effacée, mais encore visible sur la pierre. Je m'accroupis à côté. Effectivement, une légère ligne brun-rouge traçait le bord du caniveau. Poirot le suivit des yeux. Il passe sous l'arche, dit-il, et disparaît derrière l'aile de la bibliothèque. Nous avons suivi le sentier en faisant attention de ne pas marcher dessus, jusqu'à ce qu'il disparaisse dans l'herbe derrière une dépendance en pierre que je n'avais pas encore remarquée. « Un abri à outils ?» demandai-je. « Non, » répondit doucement Poirot. « L'ancienne sacristie. » Il poussa la porte. Les gonds grincèrent. À l'intérieur, il y avait de la poussière, de l'air froid et l'odeur inimitable de l'encre. Et quelqu'un était venu ici récemment. Sur le banc reposait une longue robe grise, légèrement humide, avec une tache sombre sur la manche. À côté se trouvait un petit encrier en laiton, ouvert, et une plume. Un fragment de parchemin déchiré gisait par terre.
Poirot se pencha pour le récupérer. Un seul mot restait lisible sur le parchemin. Confession. Il le tint à la lumière. Confession. Il se tourna vers moi, les yeux brillants. Quelqu'un est venu ici pour écrire une confession, ou la détruire. Je fixai la robe. Poirot, la tache sur la manche. C'est du sang? Il le toucha doucement avec un mouchoir, puis le renifla. Non, dit-il. De l'encre. De l'encre ferrogalique épaisse, celle qu'on utilise dans les manuscrits enluminés. Je fronçai les sourcils. Alors pourquoi y avait-il du sang dehors? Poirot se redressa. C'est bien là la question, n'est-ce pas? Nous retournâmes à l'abbaye, où nous trouvâmes l'abbé Wilfrid dans la salle capitulaire, plongé dans une discussion avec un autre moine. À notre vue, il se leva avec son calme grave habituel. « Nous avons trouvé quelque chose, » dit Poirot sans préambule, « dans la vieille sacristie. De l'encre, une robe, un fragment déchiré. Quelqu'un a tenté d'écrire quelque chose, ou de détruire quelque chose. Le visage de l'abbé était indéchiffrable. Cette pièce est fermée depuis l'inondation des archives il y a 4 ans. Personne ne l'a utilisée depuis. » Poirot lui tendit le parchemin. Alors quelqu'un l'a rouvert. L'abbé regarda le mot en silence. « Confession, » murmura-t-il. « Oui, » dit Poirot. « Et plus encore, quelqu'un voulait le cacher. Puis-je consulter les registres de confession de l'abbaye ?» L'abbé le regarda fixement. « C'est privé. Personne ne peut les lire. Même en cas de vol, peut-être d'un crime plus grave. » L'abbé Wilfrid hésita. « La seule personne qui peut briser le sceau de la confession est le confesseur lui-même. Alors puis-je parler au confesseur? »« Tu l'as déjà fait, c'est moi. » Poirot s'inclina. « Alors, père, je vous le demande, un moine est-il venu vous voir récemment, avec un lourd fardeau de culpabilité ?» L'abbé resta silencieux pendant un long moment. Puis il a dit « Oui. » Les yeux de Poirot lancèrent des éclairs. « Puis-je vous demander qui ?»« Non, » répondit Wilfrid d'une voix douce mais ferme, à moins qu'il ne décide de parler lui-même. Poirot ne protesta pas. Il hocha simplement la tête et partit en silence. De retour dans la cour, il me dit « Tu vois, Hastings, même un lieu silencieux peut bourdonner de secrets. Mais si nous ne pouvons pas lire la confession, ce n'est pas nécessaire. Passons en revue ce que nous faire sachez que la cloche a sonné à 3h03. Un manuscrit a été volé, une tache de sang, une robe tachée d'encre, une confession commencée, puis interrompue. Il se retourna et regarda le 3e clocher. Et quelqu'un qui ressent de la culpabilité, pas de la peur, pas de la haine, mais quelque chose d'enfoui, quelque chose de suppurant. Qui soupçonnez-vous? Poirot eut un léger sourire. Je soupçonne que quelqu'un est sur le point de craquer. Juste à ce moment-là, un cri retentit du cloître sud. Un moine est venu en courant vers nous, les yeux écarquillés et essoufflés. C'est le père Dominique. Il est parti. Sa cellule est vide et la fenêtre est cassée. Poirot se retourna, le visage soudainement sombre. « Ça commence, » dit-il. Enfin. Chapitre 5. La fenêtre et les empreintes de pas. Au moment où le cri du moine résonna à travers le cloître, l'abbaye sembla sortir de son silence séculaire. Les portes grincèrent. Des silhouettes en robe surgirent des recoins obscurs. C'était comme si la communauté entière, habituée depuis longtemps au silence et à l'ordre, prenait soudain conscience de quelque chose de profondément déplacé, comme une prière restée sans réponse. Poirot se déplaça rapidement, mais sans panique. Il ajusta ses menottes tandis que nous suivions le jeune moine agité, frère Caleb, à travers un couloir tortueux, gravissant un escalier étroit et pénétrant dans les lestes, où les moines les plus âgés avaient leurs cellules privées. La chambre du père Dominique était modeste mais bien tenue. Un crucifix au-dessus du lit, un bureau près de la fenêtre, une seule chaise. Mais le détail le plus frappant était, bien sûr, la fenêtre, brisée.
Des éclats de vitrail scintillaient sur le sol en pierre comme des larmes gelées. Poirot s'approcha du rebord de la fenêtre, jeta un coup d'œil et me fit signe de le rejoindre. La vue donnait sur une pente abrupte qui descendait vers les jardins. Les vignes en contrebas avaient été écrasées, et la terre meuble portait les marques évidentes d'un corps ayant atterri et trébuché vers la lisière des arbres. « Tu as sauté ?» ai-je demandé. Poirot secoua la tête. « Descendu, je crois. Prudemment, quoique maladroitement. Ça ne correspond pas à une chute. » Il se tourna vers la pièce. Il n'y a aucune trace de lutte. Pas de sang. Rien de brisé, sauf le verre. Alors il s'est échappé de son plein gré ? Oui, répondit doucement Poirot, ou il croyait qu'il le devait. Il s'accroupit et ramassa quelque chose de petit sous le lit. Un éclat, dit-il en le retournant à la lumière, provenant d'un manche en bois, sculpté, poli à la main. Pas du meuble ici. On l'a emporté. Peut-être un morceau de canne ou un pinceau d'artiste. Un pinceau d'artiste ? Répétai-je. Poirot ne répondit pas. Il resta debout, le regard rivé à nouveau sur la vitre brisée. Juste à ce moment-là, une voix familière s'est fait entendre derrière nous. Il est devenu fou, je crois. Nous nous sommes retournés et avons vu frère Martin, le moine silencieux, debout dans l'embrasure de la porte. Cette fois, cependant, il n'était pas silencieux. Poirot s'approcha doucement. « Vous avez choisi de parler. » Le visage de frère Martin était crispé. « C'est moi qui ai fait ce vœu. C'est à moi de le rompre. »« Alors tu as quelque chose à dire ?» Le moine regarda au-delà de nous vers la fenêtre brisée. « Hier soir, j'ai vu le père Dominique dans le jardin, à minuit. Il était agenouillé près de la statue de Sainte Agathe, seul. Il murmurait. Que murmurait-il ? Je n'entendais rien, mais il répétait sans cesse quelque chose, comme une incantation. Il tenait un paquet sur ses genoux, enveloppé dans un tissu. Les yeux de Poirot se plissèrent. Serait-ce le codex ? Je ne sais pas, mais il avait l'air traqué. Poirot bâude. « Merci, frère. » Alors que frère Martin se retournait pour partir, Poirot ajouta. « Encore une chose. Votre vœu de silence, vous l'avez prononcé à la Saint-Michel ? » « Oui. »« À cause de quelque chose que tu avais vu ou fait ?» Martin n'a pas répondu, mais il ne l'a pas nié non plus. Nous suivions le sentier défoncé depuis la fenêtre à travers les broussailles. Le brouillard s'était légèrement levé, et la terre portait encore des traces fraîches, des pas lourds, légèrement traînants, comme si le marcheur avait trébuché ou s'était blessé. Poirot s'accroupissait par intervalles, examinant branches cassées et orties dérangées avec l'œil d'un homme reconstituant un puzzle que lui seul pouvait voir. Le sentier menait à la lisière du bois, et puis ça s'est arrêté. Plus d'empreintes, plus de branches cassées, plus rien. C'est comme s'il avait disparu, dis-je. Poirot hocha la tête d'un air sombre. Où a été aidé ? Nous sommes restés silencieux. Puis Poirot dit quelque chose d'inattendu. « Te souviens-tu, Hastings, de ce que le père Dominique m'a dit quand je l'ai interrogé sur le codex ? Il a dit qu'il l'avait enfermé, que personne ne l'avait vu, qu'il avait rêvé que quelqu'un était venu. Exactement. Il a utilisé le langage des rêves, pas des mensonges. Des rêves. » Je fronçai les sourcils. « Tu crois qu'il est perdu ? » « Je crois, dit doucement Poirot, qu'on le perturbe. C'est un homme d'ordre, un érudit. Et pourtant, en l'espace de quelques jours, on le retrouve inconscient. Il entend des voix, perd le codex, et s'enfuit de l'abbaye au milieu de la nuit. » Il se tourna vers le clocher lointain, désormais bordé d'or tandis que le soleil se frayait un chemin à travers la brume. « Quelqu'un fait du théâtre, Hastings, et le pauvre Dominique en est le public. » De retour à l'abbaye, nous trouvâmes l'abbé Wilfrid dans la chapelle, agenouillé devant l'autel. Il se leva calmement à notre approche, même si les rides de son front s'accentuèrent. « Nous pensons que le père Dominique s'est enfui, » dit doucement Poirot. L'abbé soupira. « Alors il ne va pas bien. La tension est devenue trop forte.
Quelle souche, père. Wilfrid marqua une pause. Il y a des choses, monsieur Poirot, qui ne s'expliquent pas facilement. Pas aux étrangers. Essayez-moi, dit Poirot. Après une longue pause, l'abbé prit la parole. Il y a 10 jours, le père Dominique a reçu une lettre. Elle n'était pas signée, mais le cachet de l'enveloppe portait la marque de l'ordre dominicain. Et pourtant, elle ne provenait d'aucune maison dominicaine que nous ayons pu identifier. Et le contenu ? Wilfrid hésita. On l'accusait de trahison, d'avoir caché quelque chose. Poirot pencha la tête. Et lui ? Je ne sais pas, admit Wilfrid, mais cela l'a profondément bouleversé. Poirot resta silencieux un instant. Puis, puis-je voir cette lettre ? Le visage de l'abbé s'assombrit. Il a disparu. Dominique l'a brûlé. La veille du coup de glace. Un acte symbolique ? Ou quelqu'un de désespéré ? Poirot hocha lentement la tête. Il y a autre chose, n'est-ce pas ? L'abbé baissa les yeux. Oui. Il y a 2 nuits, juste avant que la cloche ne sonne, un étranger a été aperçu près du mur extérieur. Un homme vêtu d'un long manteau. Il ne s'est pas approché du portail. Il est resté sous la pluie, à observer. Qui l'a vu ? L'un des frères Convert. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit ? J'ai pensé que c'était peut-être une coïncidence. Des pèlerins viennent parfois prier près de la haie. Pas à 3 heures du matin, dit Poirot d'un ton neutre. L'abbé baissa la tête. Ce soir-là, alors que le crépuscule tombait sur Sainte-Agathe, Poirot et moi nous promenâmes à nouveau dans le cloître. L'air était devenu plus frais, et un silence s'était installé sur l'abbaye, tel un doux manteau. Quelque part, une cloche sonna 6 fois, non pas la 3e, mais une de ses sœurs silencieuses. Poirot marchait lentement, les mains jointes derrière le dos. « J'en vois maintenant la forme », murmura-t-il. « Un puzzle fait de souvenirs, de culpabilité et d'art. » Art ? Il hocha la tête. « N'avez-vous pas trouvé étrange que le père Dominique ait été retrouvé inconscient dans les scriptoriums, pas la bibliothèque ? Oui, mais... Il travaillait sur une transcription, une page enluminée. » Poirot s'arrêta et se tourna vers moi. « Et si cette page n'était pas une simple transcription, mais une recréation ? Un faux ? » J'ai cligné des yeux. « Tu crois qu'il a falsifié le codex ? Je pense qu'il l'a peut-être remplacé. » « Et le vrai a été volé ?» Poirot secoua la tête. « Non, Hastings. Le vrai n'a peut-être jamais été rendu à l'abbaye. » Juste à ce moment-là, de l'autre côté du jardin, un son retentit, faible, cristallin, indubitable. Une seule cloche. Nous sommes restés figés. Poirot se tourna lentement vers la tour. « Un seul péage, a-t-il dit. « Encore ?» murmurai-je. « La 3e sonnerie ?» Mais la voix de Poirot était calme, presque sinistre. « Non, pas encore. » Il regarda vers la chapelle ombragée où l'obscurité s'était épaissie de manière anormale. Cette fois, c'était un avertissement. Chapitre 6. La note dans le psautier. Le second coup de cloche, comme le premier, résonna non pas avec force, mais avec intention. C'était subtil, presque respectueux, comme si quelqu'un avait frappé un accord sur un piano ancien et laissé le silence l'interpréter. Mais pour Poirot, c'était suffisant. Lorsque nous atteignîmes la cour, une demi-douzaine de moines s'étaient déjà rassemblés sous la 3e tour, la tête baissée, confus et mal à l'aise. La cloche, si rarement sonnée, avait de nouveau fait entendre sa présence, et la question flottait dans l'air comme la note finale d'un requiem. Qui avait tiré la corde ? Frère Mathias, le gardien des cloches, se tenait debout, la capuche relevée, le front humide. Il regarda Poirot dès notre approche. « C'était encore la 3e sonnerie, » murmura-t-il. Je l'ai senti dans ma poitrine. La voix de Poirot était froide comme l'air. « Avez-vous inspecté la cabine immédiatement ?» J'étais là en moins de 5 minutes. La porte était toujours verrouillée, personne à l'intérieur. Rien n'a été touché. Et pourtant la corde... Il s'interrompit en faisant un geste. Poirot le dépassa et monta l'escalier en colimaçon jusqu'à la chambre des cloches. Je le suivis.
La montée était raide, et les pierres étaient glissantes par le temps. Au sommet, la chambre s'ouvrait béante, silencieuse, caverneuse et sèche. Des rayons de lune perçaient la poussière, s'accrochant à des cordes suspendues, telles des vrilles au plafond sombre. Les yeux de Poirot parcoururent la pièce avec l'intensité d'un homme lisant une confession. « Regarde, » dit-il en désignant la troisième corde. Elle avait légèrement bougé, pas assez pour faire sonner la cloche à nouveau, mais suffisamment pour indiquer un mouvement récent. À côté de la corde, sur le sol, il y avait une petite tache, grisâtre et écaillée. « De la cendre, » dit Poirot. « Du charbon ou du papier brûlé. Pas frais. Cela pourrait-il provenir du codex ? » « Non, » répondit-il. « C'est un rituel. Quelque chose a brûlé ici. » Il se tourna vers le coin où se trouvait un support votif inutilisé, vestige d'une époque où la tour faisait partie de la chapelle supérieure de l'abbaye. Il restait un morceau de cire. Poirot toucha le support, puis regarda le bout de ses doigts. Encore chaud. Nous sommes descendus sans parler. De retour dans la cour, Poirot s'arrêta brusquement, comme si une pensée l'avait frappé. « Viens, Hastings, » dit-il vivement. « À la bibliothèque. Je dois tester une théorie. » La bibliothèque était faiblement éclairée par une unique lampe suspendue et la douce lueur des bougies le long de l'allée centrale. Des rangées de vitrines à manuscrits brillaient sous les vitres, et derrière elles, les ombres des siècles se profilaient. Poirot se dirigea directement vers une étagère latérale étiquetée « Psautier liturgique, transcription, divers ». Il sortit un seul livre à la lourde reliure, un psautier latin marqué du blason de l'abbaye. « Que cherches-tu » murmurai-je. Poirot l'ouvrit jusqu'au milieu, puis de nouveau, puis une troisième fois. Finalement, à la 87e page, il sourit. Là, plié entre les pages, se trouvait un bout de papier, de couleur ivoire, manuscrit. Il le tenait délicatement et lut à voix haute. « Il n'y a pas de plus grand péché que l'orgueil déguisé en humilité. La troisième cloche sonne lorsque le silence est rompu. Il me l'a passé. » Le script était le même que la première note, élégant, délibéré et non signé. « Alors quelqu'un laisse des messages ?» ai-je demandé. « Pourquoi ici ?»« Parce que le psautier est régulièrement lu à haute voix pendant les complis, » murmura Poirot. « Celui qui a placé ce mot voulait qu'il soit retrouvé par quelqu'un de précis, mais il a été oublié, ou peut-être découvert par le mauvais lecteur. » Ses yeux s'assombrirent. « Je dois parler à frère Ignace. » Frère Ignace était l'archiviste de l'abbaye, un homme discret possédant une connaissance encyclopédique de chaque livre, rouleaux et morceaux de parchemin conservés dans les murs de Sainte-Agathe. Nous l'avons trouvé dans la salle de collation, penché sur un manuscrit sous une loupe. « Frère, » dit Poirot, « un moment de votre temps ?» Le moine leva les yeux, surpris mais serein. « Bien sûr. » Ce psautier, Poirot brandit le volume. Qui était censé le lire cette semaine? Ignace ajusta ses lunettes. Père Dominique. Il en prenait chaque soir avant qu'on plise. Il croyait que sa calligraphie inspirait la sérénité. Poirot sourit faiblement. Sérénité, oui. Ou peut-être confession. L'archiviste fronça les sourcils. Je ne suis pas sûr de comprendre. Vous le ferez, dit doucement Poirot. Dites-moi, mon frère, vous supervisez non seulement les archives, mais aussi la correspondance reçue par l'abbaye, n'est-ce pas? Ignace hocha la tête. Alors peut-être pourriez-vous m'aider. La lettre que le père Dominique a reçue, celle scellée aux armoiries de l'ordre dominicain, a-t-elle été envoyée par les voies habituelles? Une pause. Non. Il a été remis en main propre. Par qui? Je ne sais pas. C'était simplement là, déposé dans la boîte de dépôt. Poirot se pencha. Et vous n'avez pas remis cela en question? Ignace hésita. Nous recevons parfois des lettres privées, de bienfaiteurs, d'anciens novices, de pèlerins. Le sceau était correct. J'ai donc présumé qu'il était authentique.
Poirot hocha la tête, puis se retourna brusquement. « Viens, Hastings. » Dehors, sous le cloître, il marcha en silence jusqu'à la statue de Sainte Agathe, celle devant laquelle le père Dominique s'était agenouillé, selon frère Martin. L'herbe tout autour avait été piétinée selon un étrange motif circulaire. Poirot se pencha et ramassa un petit objet enterré près de la base de la statue. C'était un chapelet brisé, en argent, avec de minuscules inscriptions latines sur chaque grain. Une extrémité avait été cassée, la croix pendait à un fil. « Curieux, » dit-il en le tenant au clair de lune. « Il appartenait à quelqu'un de très dévoué, ou à quelqu'un qui voulait le faire paraître ainsi. » Il le plaça doucement dans sa poche. Nous avons commencé à marcher en arrière, mais nous n'avions fait que quelques pas lorsqu'une voix a crié depuis l'ombre derrière nous. « Monsieur Poirot !» Nous nous sommes retournés. C'était encore frère Martin. Cette fois, son visage était pâle et ses mains tremblaient. « Je me suis souvenu de quelque chose, » dit-il. « La semaine dernière, avant que tout cela ne commence, j'ai vu quelqu'un entrer dans la 3e tour. » Poirot se raidit. « Impossible. C'est fermé. » Martin hocha vivement la tête. « Oui, mais il avait une clé. »« OMS » Frère Martin hésita. « C'était frère Ambroise. » Poirot resta silencieux un instant, puis il dit doucement. « Merci, mon frère. » Une fois le moine parti, je demandai. « Frère Ambroise, n'est-il pas le trésorier de l'abbaye ?»« Oui, » répondit Poirot. « Un homme de chiffres, un homme qui a accès aux clés. Et le mobile ? On verra bien. » Il se tourna une dernière fois vers la tour. « Ce match, » murmura-t-il, « n'est plus une question de silence, Hastings. Il s'agit de substitution. » J'ai cligné des yeux. « Une substitution ?» Poirot hocha la tête. « Une cloche qui sonne, alors qu'elle ne devrait pas. Un manuscrit qui n'est peut-être pas ce qu'il prétend. Une confession qui cache une accusation. » Il m'a regardé très calmement. Quelqu'un a remplacé la vérité par l'illusion. Et maintenant, il sonne le glas de la culpabilité. Chapitre 7. Le grand livre du trésorier. Le lendemain matin, un silence différent s'était installé sur l'abbaye Sainte-Agathe, non pas le silence sacré de la routine monastique, mais le silence pesant de l'attente. Une vérité longtemps enfouie commençait à s'éveiller, et dans son mouvement, elle faisait bruisser tous les recoins des anciens cloîtres. Poirot, comme toujours, se leva avec une ponctualité irréprochable, s'habilla impeccablement, et dévora son petit déjeuner avec calme et concentration, un demi-œuf à la coque, du pain grillé et une petite portion de marmelade. Ce n'est qu'après avoir fini d'épousseter ses manchettes avec un torchon qu'il prit la parole. « Aujourd'hui, Hastings, nous allons rendre visite au trésorier de l'abbaye. »« Frère Ambroise ? » ?»« Tout à fait. Mais qu'est-ce que tu t'attends à trouver ?» Poirot sourit faiblement. « Les contes, mon ami. » Et les contes, contrairement aux gens, ont souvent du mal à mentir de manière convaincante. Le trésor se trouvait dans l'aile sud de l'abbaye, adjacente à la sacristie. Nous étions escortés par frère Ignace, remarquablement silencieux durant la promenade, son commentaire encyclopédique habituel étant discret. La porte du trésor était ornée d'une discrète plaque de laiton et d'une serrure cruciforme. À l'intérieur, nous avons découvert une pièce d'ordre quasi monastique, des étagères de registres, des tiroirs verrouillés, des liasses de parchemins soigneusement empilées. Frère Ambrose était assis à un bureau étroit près de la fenêtre, penché sur un rouleau de notes de frais. C'était un homme d'une 50aine d'années, aux cheveux clairsemés, au teint jaunâtre et dont le visage ne trahissait rien, si ce n'est une fatigue qui semblait permanente. « Frère Ambroise, » commença Poirot, « pouvons-nous vous parler ?» L'homme leva les yeux, clignant lentement des yeux. « Bien sûr. Mais brièvement, s'il vous plaît. C'est la fin du trimestre. Les comptes doivent être envoyés à l'archidiocèse. » Poirot hocha respectueusement la tête. « Naturellement. Je serai direct. On vous a vu entrer dans le 3e clocher plus tôt cette semaine. » Une lueur traversa le visage de l'homme. Pas vraiment de la peur, mais plutôt de la conscience. Il joignit les mains délibérément.
« Je conserve les clés de tous les bâtiments de l'abbaye, dit-il calmement. Oui, je suis entré dans la tour. Je vérifiai les supports en pierre. La structure est ancienne. Je le fais une fois par an. Poirot pencha la tête. Et pourtant, votre nom n'apparaît pas dans le carnet de bord de frère Mathias. Ambrose haussa les épaules. Frère Mathias documente ses propres activités. Il ne s'enquiert pas des miennes. Poirot fit un pas en avant. Qu'as-tu vu là, mon frère? Quelque chose d'inhabituel. La voix d'Ambrose était parfaitement égale. De la poussière. De la décomposition. Un barreau à moitié cassé sur l'échelle du clocher. Rien de plus. Poirot resta silencieux un instant, étudiant l'homme comme s'il pesait plus que ses mots. Le placement de ses mains, l'immobilité de ses yeux, la façon dont son souffle s'arrêtait légèrement. Poirot demanda alors « Vous souvenez-vous avoir reçu un don plus tôt ce mois-ci? D'un certain Edmund Black ?» La réaction du trésorier fut subtile, mais pour Poirot, elle fut suffisante. 1 minute de silence. Un mouvement de mâchoire, un clignement d'yeux trop lent. « Je ne me souviens pas de ce nom, » a-t-il dit. Poirot se tourna vers les étagères et prit un épais registre, le feuilletant rapidement jusqu'aux pages datées d'octobre. Son doigt s'arrêta au milieu d'une colonne. « Voilà, » dit-il en tapotant légèrement. « Black, 3000 livres, pour la préservation du codex Saint-Albin. » Frère Ambroise ne dit rien. « Curieux, » poursuivit Poirot. « Un don aussi particulier. Pour un manuscrit dont la plupart des gens n'ont jamais entendu parler. Et pourtant, ce monsieur Black surgit de nulle part, fait un don substantiel et disparaît. Je ne m'occupe pas des demandes d'informations sur les antécédents des donateurs, répondit calmement Ambrose. Seulement des fonds. Mais l'abbé est sûrement informé de dons importants? Non, répondit-il, sauf si le donateur le demande. Poirot ferma le registre. Et M. Black ne l'a pas fait? Non. Poirot le fixa pendant un long moment de silence. Then he said simply, « Merci, frère. » Nous sommes sortis dans le couloir. À peine 2 pas plus loin, je me suis écrié, « Poirot, cet homme cache quelque chose. » Mais oui, dit Poirot, il cache beaucoup de choses. Mais la chose la plus importante, c'est la peur. Peur d'être découvert? Non. La peur de ce qui arrive s'il le fait pas cacher. Cet après-midi-là, nous sommes retournés à la bibliothèque. Un vent froid s'était levé de l'est, faisant trembler les vieilles fenêtres à vitraux. À l'intérieur, frère Ignace avait repris son travail. Il nous a salués d'un signe de tête, mais ne s'est pas levé. Poirot arpentait lentement les allées, s'arrêtant de temps en temps pour caresser les vitrines. Puis il s'arrêta près du bureau central. « Hastings, » dit-il. Quand quelque chose devient-il sacré? J'ai cligné des yeux. Je suppose. Quand c'est consacré à Dieu? Ou, dit-il doucement, lorsque les gens accepteront de croire en sa sainteté. Il désigna le coussin de velours vide où le codex avait été exposé. Je crois que le père Dominique a découvert quelque chose d'inquiétant. Je crois qu'il a réalisé que le manuscrit n'était pas original. Un faux? Poirot hocha la tête. Oui. Peut-être une brillante découverte, peut-être faite il y a des décennies, mais une fois qu'il a soupçonné la vérité, le poids de la connaissance est devenu insupportable, surtout pour un homme qui avait consacré sa vie à la protéger. Mais alors, dis-je, pourquoi fuir? Le regard de Poirot devint perçant. Parce que quelqu'un recherchait de fuir. Nous fûmes alors interrompus par des pas précipités. Frère Caleb entra, le visage pâle. « Venez vite, » dit-il. Il y a eu du grabuge. Dans la cellule de frère Martin. La porte de la cellule avait été ouverte brusquement. À l'intérieur, le bureau avait été renversé, et des pages arrachées au livre gisaient éparpillées comme des oiseaux morts sur le sol. Sur le mur, quelqu'un avait gravé, à l'encre ou à la cendre, un symbole grossier, 3 cloches, dessinées par ordre décroissant de taille. Frère Martin était assis dans un coin, hébété. Du sang coulait de son front.
Il leva les yeux à notre entrée, le regard embrumé par la confusion. Je ne sais pas, balbutia-t-il. Il est entré. Il a dit quelque chose. Je n'ai pas pu l'en empêcher. Qui? Demanda Poirot. Je ne sais pas. Il portait une robe, mais pas une des nôtres. Et des gants. Sa voix était fausse. Faux? Comme si c'était joué. Poirot s'accroupit près du symbole griffonné. Ce dessin a été fait pour effrayer, pas pour communiquer. Il se tourna vers Martin. Est-ce qu'il a pris quelque chose? Martin hocha lentement la tête. Oui. Une clé. Le passage latéral. La crypte. Quelques instants plus tard, nous descendions les marches de pierre sous la chapelle. La crypte de Sainte-Agathe était rarement utilisée, un lieu d'enterrement, de mémoire et de silence respectueux. L'air était lourd, comme si le deuil ne s'était jamais vraiment dissipé. Poirot brandissait une lanterne. Nous passâmes devant des plaques commémoratives, des sarcophages scellés et d'anciennes statues de saints. Nous atteignîmes enfin une lourde porte en fer. Elle avait été forcée. À l'intérieur se trouvait une chambre étroite, vide, à l'exception d'un petit piédestal en pierre et d'une boîte en bois. La boîte était ouverte. À l'intérieur, enveloppé dans de la soie, se trouvait le réel codex. J'ai haleté. Poirot hocha la tête une fois, lentement. « Il n'a jamais été volé, » dit-il. « Il a été caché. Par le père Dominique. Peut-être même il y a longtemps. Et la version exposée à la bibliothèque. Une copie. Un espace réservé. Un mensonge entretenu par révérence. Je l'ai regardé fixement. Alors tout ça... Oui, répondit Poirot. Tout cela pour dénoncer le mensonge. Pas pour l'argent, pas pour le pouvoir, mais pour se venger. Il se retourna vers l'escalier, la voix basse et certaine. Et maintenant que la cloche a sonné 2 fois, la 3e fois ne sera pas un avertissement. Je l'ai regardé. Qu'est-ce que ce sera? Le visage de Poirot était grave. Jugement. Chapitre 8. L'homme qui n'était pas là. Le retour à la surface depuis la crypte avait quelque chose qui transformait l'atmosphère même de l'abbaye. Les ombres se rapprochaient des murs. Le soleil d'automne, autrefois doré, semblait désormais pâle et fuyant. Au-dessus de nous, le clocher se dressait, silencieux, patient, comme en attente. Nous tenions dans le narthex de la chapelle, tandis que Poirot fermait doucement la porte en pierre de la crypte derrière lui. Alors, dis-je doucement, le père Dominique n'a pas volé le codex. Il a caché le vrai. Mais pourquoi? Les yeux de Poirot étaient assombris par la réflexion. Parce qu'il croyait que la vérité briserait la foi, pas la sienne, mais celle des autres. La version conservée dans la bibliothèque est un faux minutieusement fabriqué. Peut-être il y a des décennies, alors que l'original était considéré comme perdu ou volé. Et lorsque le véritable codex refit surface, peut-être restitué par celui-là même qui l'avait falsifié, il ne savait que faire. S'il révélait le faux, il ternirait le nom de l'abbaye. Mais cacher la vérité lui pesait lourd. Et les notes, le son des cloches, la voix qu'il a entendue, la moustache de Poirot frémissait. Tout était soigneusement orchestré. Une campagne de pression. Quelqu'un voulait que le père Dominique craque, qu'il s'enfuit, ou pire. Pourquoi ne pas simplement le dénoncer? Parce qu'il ne s'agit pas de justice. Il s'agit de théâtre, de honte, de punition. Il se retourna brusquement. « Viens, il faut qu'on parle encore une fois à frère Ignace. » L'archiviste se trouvait dans la salle de collation, comme d'habitude, penché sur du vélin comme un moine lisant un manuscrit enluminé. Il leva les yeux à notre entrée et se leva poliment. « Monsieur Poirot, dit-il, avez-vous découvert quelque chose de nouveau? »« Oui, mon frère, répondit Poirot. J'ai découvert quelque chose qui me trouble profondément. » Quand le codex a-t-il été examiné pour la dernière fois? Ignace fronça les sourcils. L'authenticité? Oui, répondit Poirot. L'exemplaire exposé à la bibliothèque n'est pas l'original.
Un homme aussi précis que vous aurait dû remarquer la différence. Il y eut une pause, brève mais profonde. Ignatius baissa les yeux. Je m'en doutais. Il y a des années. Mais je n'osais pas aborder le sujet. Je pensais peut-être me tromper. Mais tu ne l'étais pas, et le père Dominique le savait. Il a trouvé l'original, où on le lui a donné, et l'a caché dans la crypte. L'archiviste ferma les yeux. Alors c'est vrai. Poirot s'approcha. Dites-moi, mon frère, quelqu'un d'autre a-t-il exprimé des inquiétudes concernant le codex ces dernières semaines? Une autre pause, puis... Oui, frère Ambroise, le trésorier. Les yeux de Poirot brillèrent. C'est ce que je pensais. Ignace parut perplexe, mais il a soutenu le manuscrit. Il a approuvé l'exposition. Il a fait don. Poirot l'interrompit. Il n'a rien donné. Le nom Edmund Black, c'est une invention. Il n'existe pas de bienfaiteur. C'est un masque, peut-être une menace. Il s'est penché. Et je crois que vous savez qui a écrit les lettres portant le sceau dominicain. Ignace pâlit. Je ne l'ai vu qu'une fois. Un bout de papier. Sur le bureau de frère Ambrose. Merci. Dehors, dans la cour, j'étais encore en train de rattraper mon retard. Alors Ambrose a écrit les lettres? Les accusations? Oui, répondit Poirot. Mais il n'a pas agi seul. Qui d'autre? C'est ce que nous sommes sur le point de découvrir, dit doucement Poirot. Il se tourna vers le cloître sud, où l'abbé marchait avec 2 novices. Poirot s'approcha et s'inclina. « Pardon, père. J'ai une question urgente à vous poser. » L'abbé congédia les novices et se tourna vers nous. « Oui, monsieur Poirot. Combien d'exemplaires du passe-partout de l'abbaye existe-t-il » L'abbé cligna des yeux. « 3. Un avec moi. Un avec le trésorier. Et un scellé dans le coffre. » Poirot hocha la tête. « Mais le sceau a été brisé hier. »« Oui, » dit lentement l'abbé, après l'attaque de frère Martin. Poirot pencha la tête, et avant hier, quand l'a-t-on utilisé pour la dernière fois? L'abbé resta silencieux un instant. Pas depuis des années. Poirot me regarda, puis regarda l'abbé. Il semble donc, père, qu'il existe une 4e clé, une clé fabriquée à l'insu de l'abbaye. Ce soir-là, Poirot demanda à tous les moines de se rassembler dans la salle capitulaire, la grande salle voûtée sous la chapelle. La nouvelle se répandit rapidement. La curiosité monta. À 8 heures, ils entrèrent en silence, leurs robes chuchotant contre la pierre, le visage empli de suspicion, de peur et de lassitude. Poirot se tenait au centre, calme et précis. « Mes amis, commença-t-il, vous vous demandez peut-être pourquoi vous êtes ici. Vous avez entendu les cloches, 2 coups. Vous avez vu la confusion, le volume, le moine disparu. Et maintenant, je le crains, vous devez vous préparer, car la 3e cloche sonnera à nouveau. » Un bruissement de malaise parcourut la pièce. Je ne parle pas de superstition, je parle de dessein. Quelqu'un a manipulé la peur et la culpabilité à son profit. La cloche a sonné. Le manuscrit a été falsifié. Le père Dominique a été poussé à bout. Pourquoi? Parce que personne ne pouvait pardonner le mensonge, ni celui qui l'a entretenu. Il s'arrêta. La personne qui a falsifié le codex et qui a ensuite cherché à punir l'abbaye pour l'avoir accepté est ici parmi nous. Halètement. La personne qui a écrit les lettres anonymes, qui portait des gants et une robe d'emprunt, qui a attaqué frère Martin, qui a inséré de faux messages dans les livres. Poirot se retourna lentement, sa voix devenant plus aiguë. Mais il n'est pas moine. Silence. Poirot fit un geste vers la porte latérale. L'abbé s'avança, tenant un homme maigre par le bras. Ses cheveux étaient aigris, mais teints. Sa robe cléricale lui allait mal. Son visage, creux, amer, lui était inconnu. « Voici, » dit Poirot, « Julian Werner, ancien novice de cette abbaye, renvoyé il y a 24 ans pour avoir falsifié des textes sacrés. » Chuchotement, choc reconnaissance, il a disparu. Puis, discrètement, il s'est lancé dans la restauration de livres anciens.
Mais lorsqu'il a restitué le véritable codex sous le nom Edmond Blackhill, s'attendait à un repentir. Au lieu de cela, l'abbaye a exposé la copie sans rien dire. Le père Dominique était pris entre la honte et le devoir. Monsieur Werner a donc décidé de le punir, psychologiquement, symboliquement, avec des cloches, avec des messages, avec la peur. Poirot se tourna vers l'homme. « Tu voulais le couvrir de honte, le briser, faire éclater la vérité. » La voix de Julian Werner était basse et tremblante. Il les a laissés mentir. Il savait que c'était faux. Il l'a loué. Il a écrit essai à ce sujet. Poirot baissa la tête. « Et donc vous avez prévu 3 coups de glace. Un pour la culpabilité, un pour la dénonciation. Et le 3e. » Julian n'a rien dit. Poirot parla doucement. Le 3e était pour la mort. Allait à nouveau. Poirot s'avança. « Mais tu as échoué. » « Parce que le père Dominique est toujours en vie. » Un moine entra alors. Le père Dominique en personne. Meurtri, fatigué, mais vivant. « Je savais que tu viendrais, » dit-il doucement à Julian, « mais j'espérais que tu n'irais pas aussi loin. » Julian détourna le regard. L'abbé fit un geste. 2 frères convers s'avancèrent pour escorter l'homme hors de la chambre. Poirot se tourna vers les moines. La cloche a sonné 2 fois, mais elle ne sonnera pas une 3e fois. Et avec cela, la pièce expira. La tempête, enfin, avait éclaté. Chapitre 9. Le rassemblement dans le cloître. La salle capitulaire resta silencieuse longtemps après que Julian Werner eut été emmené. Les moines, hommes d'une dévotion silencieuse, formés au silence et à la discipline, restèrent figés, avec le malaise des spectateurs d'une pièce dont le 3e et dernier acte venait à peine de commencer. Poirot se tenait au centre de la salle de pierre, les bras croisés, les yeux clos. Pendant un instant, il ressemblait davantage à un homme à l'écoute d'un bruit lointain qu'à un homme prêt à parler. Puis, avec la confiance sereine d'un orateur sur scène, il commença. « Mes amis, » dit-il d'une voix ferme mais douce, « vous avez beaucoup entendu ce soir. Un homme démasqué, un manuscrit retrouvé, un silence rompu, mais ce n'est pas suffisant, non. Hercule Poirot ne quitte pas la scène avant que le rideau ne soit tombé et que toutes les questions aient trouvé réponse. Quelques moines s'agitaient avec inquiétude sur les bancs de bois. La lumière des bougies vacillait le long des vieux murs de pierre. Le faible tintement de la cloche des vêpres du prieuré voisin résonnait dans le vent comme un écho du passé. « Commençons, » poursuivit Poirot. « Commençons par le plus curieux, le premier coup de la 3e cloche. » Il marchait lentement. La cloche a sonné à 3h03 précises. Personne n'avait accès au clocher. La pièce était fermée à clé, la poussière intacte, les poulies intactes, et pourtant, la cloche a sonné. Impossible, non? Il marqua une pause. Et pourtant, ce n'est pas le cas. La clé réside dans ceci. La cloche n'a jamais été sonnée avec une corde. Un halètement. Poirot se retourna. Au lieu de cela, un fil fin avait été passé à travers le plancher lors d'une précédente visite d'entretien, il y a peut-être des mois, et enroulé autour du battant de la cloche fissurée. Le fil menait à une entaille creusée dans le mur près du scriptorium, derrière un panneau mal fixé. Lorsqu'on le tirait, bruit. L'illusion d'un péage. Le fantôme parfait. Il fit un geste vers frère Mathias. « Vous avez vérifié la corde. » « Bien sûr. Mais vous n'avez pas vérifié le battant. Le détail vous a échappé, comme prévu. » Le visage de Mathias rougit de honte silencieuse. Poirot continua. « Passons maintenant au codex. Le manuscrit sacré, enluminé, révéré, mais pas authentique. » Il se tourna vers l'abbé. « Père Wilfrid, vous vous en doutiez, n'est-ce pas? Il y a des années déjà. Mais vous pensiez qu'il valait mieux préserver l'illusion que révéler la vérité. » L'abbé ferma les yeux. « Oui, » murmura-t-il, « et j'avais tort. » Poirot inclina respectueusement la tête. « Mais ce n'est pas vous qui l'avez falsifié.
ni le père Dominique. Ce faux a été créé par un jeune homme, Julian Werner, qui a été expulsé précisément pour de telles hérésies. Il se tourna vers les moines. Lorsque le véritable codex a refait surface il y a quelques semaines, rendu anonymement, le père Dominique a reconnu la vérité. Il était tiraillé entre loyauté et droiture. Il a donc caché l'original dans la crypte avec l'intention de demander conseil, mais il a tardé, et ce retard a provoqué la colère de celui qui l'avait envoyé. La voix de Poirot s'assombrit. Julian Werner observait l'abbaye. Peut-être même y était-il entré déguisé. Et comme Dominique n'agissait pas, il commença à le tourmenter. Les cloches sonnaient, les murmures obscurs, les notes glissaient dans les psautiers. Une campagne psychologique, conçue non pas pour tuer, mais pour casser. Un murmure parcourut les moines. Le regard de Poirot balayait maintenant la pièce. Mais il n'a pas agi seul. Non, quelqu'un au sein de l'abbaye l'a aidé, consciemment ou non. Il a pointé du doigt. Frère Ambroise. Halètement. Le trésorier se leva, tremblant. Non, je n'ai jamais... Vous n'avez jamais rencontré Julian en personne, mais vous avez suivi ses instructions. Il vous a menacé, n'est-ce pas? Avec des lettres, au courant d'irrégularités financières. Et vous, un homme qui avait falsifié une signature comptable dans un moment de désespoir il y a des années, pensiez que votre ruine était certaine. La bouche d'Ambrose s'ouvrit, puis se referma. Il baissa les yeux. Je pensais que je protégeais l'abbaye. Bien sûr, dit Poirot plus doucement. La peur se déguise souvent en loyauté. La voix de Poirot devint plus ferme. Vous l'avez laissé entrer dans le parc la nuit. Vous lui avez prêté une robe. Vous avez cru que c'était une mise en scène, pour révéler le silence de Dominique. Mais ensuite, frère Martin a été attaqué. Puis la crypte a été forcée. Ambrose a déclaré « Je ne savais pas qu'il ferait du mal à quelqu'un. » Mais la culpabilité, dit doucement Poirot, a une longue mémoire. Il se tourna vers l'arrière où se tenait maintenant le père Dominique. « Vous avez fui, père, parce que vous pensiez que l'abbaye se retournerait contre vous, mais vous les avez sous-estimés, et vous-même. » La voix de Dominique était basse. « J'avais peur de la honte. » Poirot hocha la tête. Et la honte, comme le silence, résonne dans l'esprit. Il s'avança à nouveau vers le centre. Il reste une dernière question. Pourquoi les cloches? Un silence. Poirot leva les yeux vers le plafond voûté. Les 3 cloches de Sainte-Agathe sont symboliques. L'une pour la prière, l'autre pour la pénitence, la 3e pour le jugement. C'est pourquoi Julien l'a choisi. Il souhaitait se présenter comme le marteau de Dieu. Mais il a oublié une chose. La voix de Poirot baissa. Le glas ne sonne pas seulement pour les coupables. Il sonne pour tout ce qui reste silencieux face à la vérité. Un silence s'ensuivit que personne n'osa rompre. Puis, finalement, l'abbé s'avança. Sa voix était calme, mais pleine de tristesse. Il doit y avoir une expiation. Poirot ne dit rien. Il baissa simplement la tête. Cette nuit-là, Poirot et moi nous sommes retrouvés une fois de plus sous le clocher. Il était tard. Le brouillard était revenu, mais l'air semblait plus léger, comme si un poids invisible avait été soulevé du cloître. « Tu crois qu'il sera emprisonné ?» ai-je demandé. « Julian Werner ?» demanda Poirot. « Peut-être, mais je pense qu'il est plus probable qu'il disparaisse à nouveau. Sa guerre est finie. Il a joué sa symphonie. Il n'y a pas de bis. » Et Ambroise? Démissionner, discrètement. L'abbé ne le dénoncera pas, mais il n'en détiendra plus jamais les clés. J'ai hoché la tête lentement. Et la 3e cloche? Poirot leva les yeux vers la tour sombre, sa cloche fissurée cachée dans l'ombre. Il a sonné 2 fois, dit-il. Et maintenant, c'est fait. Le 3e coup de glace a déjà retenti, non pas avec des cordes ou des fils de fer, mais dans le cœur de ceux qui ont écouté. Il a redressé ses menottes. Et maintenant, mon ami, je pense que nous pouvons. Retournez dans le Devon. Il y a des scones là-bas. Et de la confiture. Et pas de cloche. J'ai souri.
et ensemble nous avons quitté Sainte-Agathe. Derrière nous, le cloître redevenu silencieux. Chapitre 10. Le grand livre silencieux. C'était 2 jours après la révélation dans la salle capitulaire lorsque Poirot demanda de retarder notre départ. Je le trouvai ce matin-là dans le petit jardin du cloître de l'abbaye, assis sur un banc de pierre à côté de la statue de Sainte-Agathe. Contrairement à ce que je pensais, il n'était pas en train de lire ou de se tailler la moustache, mais fixait le gravier sous ses pieds avec la concentration tranquille d'un homme comptant ses pas. « Tu es troublé ?» demandai-je. « Pas troublé, » répondit doucement Poirot. « Simplement pas convaincu. » J'ai cligné des yeux, mais c'est sûrement fini. Le faussaire démasqué, le codex retrouvé, le complice démasqué. Poirot leva les yeux vers moi. « Exactement, mon ami. »« Trop bien. » Il a brossé une poussière de son revers. « Voyez-vous, Hastings, la vie, contrairement au théâtre, s'enveloppe rarement de nœuds papillons aussi symétriques. Et pourtant, c'est le cas ici. Le novice lésé revient assouvir sa vengeance poétique. Le glas sonne 3 fois. Le manuscrit est retrouvé. Le traître se repent, et le silence se lève. C'est trop parfait. Mais sûrement, protestai-je, c'est un signe de planification, pas de tromperie. Ah, dit-il en levant un doigt, mais qui planifie? C'est la question. Il se leva brusquement. Venez, il y a quelque chose que je voudrais revoir, dans le trésor. Frère Ambroise avait démissionné de ses fonctions et le trésor avait été temporairement scellé. Mais l'abbé, désormais convaincu que la transparence était la voie à suivre pour l'abbaye, avait autorisé Poirot à y accéder. La pièce était telle que nous l'avions laissée, méthodique, froide, ordonnée. Les registres étaient alignés sur les étagères, tels des sentinelles monastiques. Poirot se dirigea directement vers le 3e, sur la 2e étagère. Il l'ouvrit aux entrées d'octobre et traça son doigt vers le bas. « Regardez ici, » dit-il en tapant sur une ligne. « 2 octobre. Transfert du fonds général au sous-compte de restauration. 3000 livres. » Je fronçai les sourcils. « C'est le montant du don. »« Exactement, » murmura Poirot. « Mais voici, notez cette note, 3 lignes plus loin. 4e octobre. Paiement à Werner & Sons. Restauration, 2850 livres. » Il ferma doucement le livre. « Tu vois, Hastings, Julian Werner était payé, mais le don, il n'y a eu aucun don. Ambrose a transféré des fonds internes, puis a payé Werner via une facture fantôme. Werner n'a jamais falsifié le codex gratuitement. Il était embauché de le faire. » J'ai cligné des yeux. « Donc toute cette histoire était un mensonge ? » Pas tout, mais assez. Il se détourna du registre, le visage crispé. « Je crois que Werner a récemment rendu le codex original, mais la contrefaçon elle-même n'a jamais été un acte de rébellion. C'était une commission. Et Ambrose, qui prétendait seulement craindre le chantage, était en réalité à l'origine de la tromperie. Mais pourquoi Werner mentirait-il ? Pourquoi inventer cette histoire de vengeance élaborée ? La voix de Poirot était sèche. Pour sauver son nom, pour ne pas être le faussaire, mais le juge. Et ça a marché. L'abbaye lui pardonne, le manuscrit est restauré, et Ambroise disparaît dans l'oubli. Une fin parfaite, pour lui. Il prit une inspiration. Mais il y a encore une chose. Nous sommes retournés à la bibliothèque. Le silence régnait, les étagères fraîchement dépoussiérées, et la porte du scriptorium portait encore la cicatrice de la nuit où le père Dominique avait été retrouvé inconscient. Poirot examina la table où se trouvait autrefois le faux. « Hastings, » dit-il, « te souviens-tu du fragment que nous avons trouvé dans l'ancienne sacristie, celui avec le mot « confession » ? Bien sûr. C'était arraché à quelque chose. Pas à un parchemin vierge, mais à une page de manuscrit. Je fronçai les sourcils. « Tu crois que ça vient du codex falsifié ?»« Non, » dit-il. « Du original. » Poirot fouilla dans son manteau et en sortit un carré de lin doux, soigneusement plié. Il l'ouvrit pour révéler à nouveau le fragment. « Regardez, dit-il. Remarquez l'encre.
L'enluminure n'est pas effacée. La feuille d'or est intacte. Il tapota le coin avec un doigt ganté. Ce n'était pas déchiré par la détresse. C'était coupé. J'ai regardé fixement. Alors quelqu'un a vandalisé le codex original? Oui. Mais pourquoi? Il m'a regardé. Parce qu'il y avait quelque chose à l'intérieur qui ne devait jamais être vu. Une note marginale. Une dédicace. Un secret. Un silence s'installa entre nous. La voix de Poirot baissa. Et si le codex original n'était pas simplement précieux, mais incriminant? J'ai inspiré brusquement. Vous pensez que l'original a été restitué, non pas par remords, mais parce que quelqu'un voulait le récupérer à l'intérieur de l'abbaye, pour qu'il puisse être détruit. Poirot hocha la tête une fois. Julian Werner, réalisant cela, a essayé de jouer sur les deux tableaux. Il a rendu la monnaie de sa pièce. Puis, il a monté un drame pour se protéger. Il savait que quelqu'un s'en prendrait à lui. C'est pourquoi il a mis en scène les cloches, pas seulement pour le symbolisme. Car dérivation, je le fixais du regard. Alors qui a déchiré la page? C'est Hastings, dit Poirot, la seule vérité qui me manque encore. Ce soir-là, Poirot demanda une dernière conversation avec le père Dominique. Nous trouvâmes le vieux moine assis dans le jardin, sous un arbre presque entièrement défeuillé. Son visage, bien que fatigué, était moins lourd qu'à notre arrivée. Poirot était assis à côté de lui. « Père, dit-il doucement, qu'est-ce qui était écrit dans les marges du codex ?» Dominique le regarda avec surprise. Pas de choc, mais la reconnaissance lente et triste d'un homme qui avait espéré que la question ne serait jamais posée. Il resta silencieux pendant un long moment, puis il dit « Un nom et une confession, écrite il y a des siècles par l'abbé qui a apporté le codex ici. Elle faisait référence à un meurtre, un novice mort dans des circonstances suspectes et enterré en secret sous l'abbaye. Le visage de Poirot ne changea pas. Et le nom? Agatha, dit le moine. La cloche porte son nom. J'ai inspiré brusquement. Elle n'était pas une sainte? Elle l'était, mais pas selon les canons, par culpabilité. Il détourna le regard. J'ai déchiré la page. La nuit suivant la restitution du codex, je n'ai pas supporté le scandale. Je croyais que Dieu pardonnerait la dissimulation d'une vérité, afin de préserver la foi de beaucoup. Poirot hocha lentement la tête. « Merci, mon père. » Plus tard dans la soirée, nous avons quitté Sainte-Agathe en silence. Au-dessus de nous, la troisième cloche se dressait dans la tour, sombre, muette et craquelée. Elle n'avait pas sonné une seconde fois, et cela ne se produirait jamais. Chapitre 11. La cloche qui n'a jamais sonné. La route qui s'éloignait de l'abbaye Sainte-Agathe descendait comme un ruban, serpentant entre les arbres dénudés et les flancs glacés de la lande. Nos bagages étaient en prêt. La voiture de location nous attendait. Et pourtant, Poirot, qui n'était pas du genre à se presser, se tenait à l'orée du cloître, chapeau à la main, levant les yeux vers le clocher comme s'il lui posait encore une question. Je l'ai observé en silence pendant un moment, puis j'ai finalement demandé « Toujours pas satisfait ?» Il inclina légèrement la tête, les yeux toujours fixés sur l'arche sombre au-dessus. « Je suis satisfait, Hastings, mais je ne suis pas en paix. À cause de la confession du père Dominique? Non, à cause de ce qu'il omise. » Je fronçai les sourcils. Il a admis avoir déchiré la page, qu'il avait tenté de protéger l'abbaye. Oui, mais je ne crois pas qu'il nous ait tout dit. Poirot se retourna, le regard désormais perçant. Faisons le point une dernière fois. Le codex original est restitué. Le faux codex est exposé à sa place depuis des décennies. Julian Werner, le faussaire présumé, revient avec l'intention de se venger. Mais ce n'est pas lui qui a créé le faux. Je me raidis. Tu crois que quelqu'un d'autre à l'abbaye a falsifié le manuscrit? Poirot hocha la tête une fois. Et je crois que cette personne est toujours là. Au lieu de partir, Poirot demanda une dernière audience à l'abbé et au père Dominique, qui acceptèrent tous deux,
sans toutefois cacher leur fatigue. Nous nous sommes retrouvés au réfectoire, désormais vide de moines, à l'exception du léger cliquetis des tasses de thé sur les plateaux d'argent. Poirot était debout tandis que les autres étaient assis, sa présence imposante non par son volume, mais par sa précision. « Messieurs, commença-t-il, je dois vous poser une dernière question. Et la voici. Qui a véritablement falsifié le codex de saint Albinus ?» Le visage de l'abbé resta impassible, mais le père Dominique tressaillit. Poirot s'avança lentement. « Je crois que c'était toi, père. » Un silence stupéfait. Les yeux de Dominique s'écarquillèrent. « Je... » commença-t-il, mais Poirot leva la main. « Écoutez-moi bien. Il y a des années, lorsque le codex original fut considéré comme détruit ou volé, vous craignez que sa perte ne ruine la réputation de l'abbaye. Vous l'avez donc copié, non pas par appât du gain, mais par souci de préservation. Un beau mensonge pour ce que vous pensiez être une noble cause. » L'abbé se tourna brusquement vers Dominique. « Est-ce vrai ?» Les épaules du père Dominique s'affaissèrent. « Oui, » dit-il doucement, « c'est vrai. » Poirot ne sourit pas et ne s'adoucit pas, mais ce mensonge est devenu le fondement de ta culpabilité. Lorsque Werner, le restaurateur originel, a rendu le véritable codex, ce n'était pas pour te faire honte. C'était pour révéler la vérité. Mais au lieu de te manifester, tu l'as enterré. Tu as arraché le nom de la morte. Tu as laissé le glaçonner dans l'obscurité et le silence s'épaissir. La pièce semblait très calme. L'abbé, après une longue pause, dit « Pourquoi ne pas nous le dire ?» Les yeux de Dominique étaient pleins de douleur. Parce que je pensais que si la contrefaçon était découverte, tout le reste serait remis en question. L'histoire de l'abbaye, nos vœux, et même la foi elle-même. Poirot dit doucement, « Mais les mensonges ne protègent pas la foi, père. Ils ne protègent que la peur. » Plus tard dans l'après-midi, Poirot se tenait une fois de plus sous le clocher. Cette fois, seul. Il gravit l'étroit escalier en colimaçon. La cloche fêlée se dressait au-dessus de lui, une immense sentinelle silencieuse. Il tendit la main et toucha le fer froid. Il n'a pas tiré sur la corde. Il murmura simplement « Le jugement a déjà sonné. » Puis il est descendu. Nous avons quitté Sainte-Agathe ce soir-là. Alors que l'abbaye disparaissait derrière nous, sa silhouette devenait de plus en plus petite, jusqu'à ne plus être qu'une ombre en forme de croix engloutie par le crépuscule. Je me suis tourné vers Poirot. « Tu as résolu le problème. Et pourtant, tu sembles mélancolique. » Il resta silencieux un long moment. Puis il dit « Il y a des crimes de sang, Hastings, et des crimes d'encre, mais les pires sont les crimes du silence. » Je l'ai regardé. « Et celle-ci s'est-elle terminée dans la justice ?» Il réfléchit. « Non, » dit-il doucement. « Ça s'est terminé en miséricorde. » Il s'est penché en arrière sur son siège, a croisé les mains et a fermé les yeux. Et derrière nous, tout en haut de la colline, la troisième cloche de Sainte-Agathe restait muette à jamais. Chapitre 12. Le poids du silence. C'était 3 jours après notre départ de Sainte-Agathe, lorsqu'Hercule Poirot, confortablement assis dans un fauteuil de la lanterne du Mouette, s'autorisa enfin à se détendre. L'auberge, avec ses tapis légèrement fleuris et ses cadres légèrement de travers, était à 1000 lieues du silence de pierre de l'abbaye. On y entendait les rires, le tintement de la porcelaine, l'odeur inaltérable de la marmelade et du sel marin. Ici, le monde vivait. Et pourtant, Poirot, méticuleux, soigné, assis, ses chaussures parfaitement alignées sur le tapis, semblait plus pensif que je ne l'avais jamais vu. « Je me demande, dis-je en buvant ma tasse de thé, si Sainte-Agathe redeviendra un jour la même. » Il sourit faiblement. « Mais non, mon ami, et ça ne devrait pas l'être. »« Regrettes-tu, demandai-je, d'avoir révélé le faux, d'avoir forcé le père Dominique à avouer ?» Poirot resta silencieux pendant un long moment. « Je regrette, dit-il finalement, que la vérité soit si souvent lente, et la miséricorde si souvent tardive.
Il fouilla dans sa poche et en sortit quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Une simple page de parchemin, pliée en trois, les bords usés. Il la déplia délicatement et la posa sur la table. C'était la page manquante, arrachée au codex original, celle portant le nom d'Agatha. « Tu l'as pris » demandai-je surpris. « Non, dit-il. On me l'a donné. »« Par le père Dominique ?» Poirot hocha la tête. « Le matin de notre départ. » Je me suis penché pour examiner la page. L'écriture était ornée, enluminée d'or, et au centre, encadré de vignes et de lys, figurait le vers suivant. « Qu'on sache qu'Agathe de Lawford a donné sa vie pour faire taire le péché d'autrui. Elle n'a pas été martyrisée par Rome, mais par la main d'un homme qui a porté la croix. Mon souffle s'est arrêté. Elle a été tuée par un prêtre. » Poirot hocha la tête. « Et enterrée en secret. Son nom fut plus tard élevé, à tort, au rang de sainte par un successeur plein de remords. Un mensonge d'honneur construit sur un péché de violence. Et l'abbaye a gardé le secret pendant tout ce temps ? » « Pas intentionnellement, » répondit Poirot. « L'histoire a tendance à oublier les vérités dérangeantes, jusqu'à ce que quelqu'un les exhume. » Je me suis assis. « Et maintenant ?» Poirot replia la page et la glissa dans une enveloppe propre. Maintenant, il est restitué. Anonymement, au bureau de l'archevêque, qu'il décide de la suite à donner. Il ne nous appartient plus de le cacher, ni de le protéger. Nous restâmes assis en silence, ni gênant, ni douloureux, mais un silence empreint de poids et de clarté. Le genre de silence qui vient après quelque chose a été nommé. Après que la vérité soit enfin dite. Poirot se versa une autre tasse de thé. « Tu vois, Hastings, dit-il doucement, les gens imaginent le mal comme quelque chose de bruyant, un cri, un crime, un coup de feu. Mais le pire se produit dans des lieux calmes, derrière des murs cloîtrés, sous des robes douces, dans des consciences habillées d'humilité. Il m'a regardé, son regard fixe, et souvent, ce n'est pas l'action qui fait le mal, mais le silence qui suit. Je restai quelques jours de plus à l'auberge, profitant de l'air marin et du retour à la vie quotidienne. Poirot partit pour Londres par le train du matin, emportant avec lui seulement 2 valises, un pardessus gris et l'esprit sans doute déjà occupé à résoudre un autre mystère. Avant son départ, je lui ai demandé s'il reviendrait un jour à l'abbaye. Il m'a regardé pendant un long moment. « Je ne pense pas qu'ils me rappelleront, » a-t-il dit, « mais si c'était le cas, j'irai. » Pas en tant qu'inspecteur. J'ai incliné la tête. Et alors, Poirot sourit doucement, comme un homme qui a des oreilles, qui écoute quand le glas sonne, même quand il ne devrait pas. Et sur ce, il monta dans le wagon, déposa soigneusement ses bagages sur le porte-bagages et s'assit sans se retourner. Alors que le train s'éloignait, j'ai vu la campagne se transformer en mouvement. Et, murs de pierre, champs de givre. Et loin, très loin derrière nous, sur la crête la plus haute, à peine visibles à travers la brume qui s'éclaircissait, se dressaient les 3 tours de Sainte-Agathe, toujours silencieux et changés à jamais. Chapitre 13. Les lettres qui ne sont jamais arrivées. 15 jours après notre retour de Sainte-Agathe, je reçus une lettre écrite de l'écriture si particulière de Poirot. Papier crème, encre vive, sans fioritures inutiles. L'enveloppe ne portait pas d'adresse de retour, seulement un HP, miniature et précis, gravé dans la cire. Mon ami Hastings, pardonnez le retard de cette note. J'ai été occupé avec une affaire impliquant un violon hongrois, 2 parapluies manquants, et l'écriture particulière d'une vicomtesse qui ne peut pas épeler le mot « innocent » sans un S. Et pourtant, je me surprends encore à penser, curieusement avec persistance, à Sainte-Agathe. Vous vous souvenez peut-être du vieux registre du trésor de l'abbaye, où était consignée la donation d'Edmund Black. Quelque chose à ce sujet continuait de me remuer les neurones. J'ai donc fait plusieurs recherches. Plusieurs, en fait. Il semble qu'il y ait eu plus d'un don
de ce type, sur une période de 12 ans, de petites sommes, portant des noms variés, tous introuvables. Mais l'écriture, Hastings. L'écriture était toujours la même. Frère Ambroise les avait toutes écrites, et il ne l'a pas fait sous la contrainte. Je crois maintenant qu'Ambrose, loin d'être un simple complice de Werner, était en fait celui qui a initié la contrefaçon il y a toutes ces années. Le retour de Werner était opportuniste, certes, mais la culpabilité qui habitait l'abbaye, elle appartenait d'abord à Ambroise. L'erreur de Dominique résidait dans son silence, non dans son acte. Et maintenant, la partie la plus curieuse de toutes. Ambroise est parti. J'ai fait une pause dans ma lecture. Disparu? J'ai repris. L'abbé a envoyé un message ce matin. Frère Ambroise a quitté l'abbaye dans la nuit sans prévenir. Sa robe, pliée. Son livre de comptes, brûlé. Aucune trace. Mais il a laissé une chose derrière lui. Une simple corde de cloche posée en travers de l'autel. La corde de la 3e cloche, Hastings. Il l'avait gardée toutes ces années. Je me demande, était-ce pour contrôler le bruit, ou pour se rappeler qu'un jour le prix à payer lui reviendra? Il semble qu'au final, la cloche ait sonné 3 fois, une fois pour culpabiliser, une fois pour dénoncer, et une fois pour s'échapper. Une semaine plus tard, je reçus une autre lettre, non pas de Poirot, mais de l'abbaye Sainte-Agathe. Elle était écrite d'une écriture soignée et soignée que je ne reconnus pas. On pouvait y lire « Capitaine Hastings, au nom des frères, je vous remercie de votre présence lors des récents bouleversements. L'abbaye est plus calme maintenant, et plus ancienne, je crois. L'abbé a démissionné. Frère Mathias a pris sa place. Le père Dominique demeure plongé dans un profond recueillement, n'étant plus responsable des manuscrits. Quant au codex, l'original a été donné aux archives nationales, où il sera exposé avec des notes historiques complètes, y compris la page manquante. Nous ne craignons plus le scandale. Nous craignons seulement l'oubli. Le clocher a été scellé définitivement. La corde de la 3e cloche n'a jamais été rattachée. Il ne sonnera plus jamais. Dans le silence, nous avons trouvé notre voie. Dans l'humilité, peut-être. Enfin, notre vérité. Et ainsi se termine l'affaire de la 3e cloche de Sainte-Agathe, non pas avec la justice du tribunal, ni avec la punition de l'État, mais avec quelque chose de plus rare, la lente et douloureuse purification de la mémoire. Poirot n'a plus jamais parlé de l'affaire. Il l'a classée parmi ses affaires particulières, les plus personnelles, celles qui ne rentrent pas dans les cases, celles qui ne se terminent pas par des applaudissements. Mais parfois, dans les années qui ont suivi, j'entendais un seul carillon au loin, provenant d'un clocher d'église ou d'une place de ville éloignée, et je m'arrêtais, et s'émerveillais. De qui venait-on de rompre le silence? Et quelle histoire venait juste de commencer. Chapitre 14. La dernière entrée dans le registre de l'abbaye. C'est la dernière page du vieux livre d'or de l'abbaye Sainte-Agathe qui m'a fait réfléchir. Des mois s'étaient écoulés depuis les événements du monastère, depuis que la cloche avait sonné, que les mensonges avaient fait surface, et que les vérités, longtemps enfouies dans le silence, avaient enfin été découvertes. Poirot et moi étions revenus brièvement, à l'invitation du nouvel abbé Mathias, qui avait assumé ce rôle avec humilité, dévotion et, j'ose le dire, une tristesse héritée de ceux qui avaient apporté trop de choses seuls. Nous ne sommes pas arrivés en tant qu'enquêteurs, mais en tant que visiteurs, non pas pour poser des questions, mais pour écouter. L'abbaye avait changé. De nouveaux visages apparurent parmi les novices. L'ancien jardin du cloître avait été replanté. Les marches fissurées menant au clocher avaient été réparées, non pas pour permettre l'entrée, mais pour apaiser les lieux. Le clocher était toujours scellé, la 3e cloche, intacte. Et pourtant l'air n'avait plus la lourdeur d'autrefois. Il y avait du calme, mais pas de silence. La paix, peut-être. L'abbé Mathias nous a reçus dans la bibliothèque. « Vous ne trouverez pas de codex ici, » dit-il avec un petit sourire. « Seulement des archives, des lettres, des registres, la vérité.
Poirot s'inclina. Parfois, mon père, c'est bien plus précieux. Nous ne sommes restés qu'une journée. Mais avant de partir, j'ai demandé à voir le registre des invités, le livre dans lequel tous les visiteurs, laïcs ou spirituels, inscrivaient leur nom. L'abbé hésita, puis le présenta. Poirot m'observait tourner les pages, et c'est sur la dernière feuille, légèrement recourbée par l'âge, que je l'ai vu. Sous la signature méticuleuse de Poirot et la mienne, une troisième ligne avait été ajoutée récemment. On pouvait y lire « Julien Werner ». Pour la cloche qui a sonné, et le silence qui m'a appris plus que le bruit. Pas de date, pas de titre, juste le nom et la ligne. J'ai levé les yeux vers Poirot. Il est revenu? Le regard de Poirot, toujours vif, s'adoucit. Bien sûr qu'il l'a fait. Où un pénitent pourrait-il retourner, sinon là où il a été jeté à terre? J'ai regardé le nom. Que penses-tu qu'il voulait? Poirot regarda vers la fenêtre du cloître, où la lumière du soleil filtrait maintenant, réchauffant la pierre autrefois froide. Pour être pardonné, peut-être. Ou pour se pardonner. Ou peut-être simplement pour écouter. Nous sommes restés silencieux pendant un long moment. Puis Poirot ferma doucement le livre, le posa sur le bureau et redressa ses menottes. « Viens, Hastings, dit-il. Laissons-les se taire. Dehors, alors que nous passions sous l'arche, qui n'apportait autrefois que de la terreur, je me suis retourné pour jeter un coup d'œil en arrière. Le clocher se dressait toujours, mais cela ne semblait plus menaçant. Seulement encore. Et dans ce silence, peut-être, il y avait une guérison. Poirot ajusta son chapeau. « Tous les cas ne se résolvent pas par la logique, » dit-il doucement. « Certains nécessitent une conscience. » J'ai hoché la tête. « Et que dit le tien ?» Poirot sourit. « Il est écrit. Ne faites jamais confiance à une cloche qui sonne sans main, ni à un homme qui prétend n'avoir aucun regret. » Nous avons continué à marcher, et derrière nous, tout là-haut, la troisième cloche restait à jamais silencieuse. Mais c'était peut-être là, finalement, le but.